Bien, on va démarrer cet après-midi. Alors pour cet après-midi, donc on vous expliquera, Juliette après prendra un peu de temps pour expliquer nos modalités de travail en atelier. Je vais vous dire un petit mot sur le projet régional de santé parce que je vais faire court, hein, parce que ça peut être très long. Il y a beaucoup de sujets, mais vous dire que voilà, les travaux qui vont être engagés cet après-midi, vos échanges, vos propositions, on l'a dit, nourrissent la feuille de route nationale, mais ils ont vocation aussi à enrichir notre politique régionale qui se décline dans les territoires, qu'on construit collectivement. Donc je vous dis un petit mot sur le projet régional de santé et après on va rentrer plus dans le vif du sujet en parlant fragilité numérique avec le diagnostic et tout le travail qui est fait par le conseil régional qui est extrêmement intéressant et puis on laissera la parole après aux assembleurs qui sont des spécialistes, des experts sur ces questions-là et qui au niveau de la région nous apportent beaucoup et qui vont rentrer plutôt dans la définition de la question de l'inclusion et comment on aborde le sujet aujourd'hui. Alors le projet régional de santé, c'est notre politique de santé qui est sur une durée de 5 ans et on est en train de la réviser. Donc toutes les régions en France sont en train de réviser ces grandes orientations. C'est un outil qui... C'est pas un gros document, on l'espère, qui est mis dans une armoire. Le but, c'est vraiment d'aider à l'action. Et donc, là, on a un temps de travail de quelques mois, c'est assez court, pour le réviser. On ne réinvente pas tout, mais on va quand même le réviser par rapport aux nouvelles problématiques, aux nouveaux enjeux auxquels on est confronté dans la santé. Et ce document, il doit être publié juridiquement le 2 novembre de cette année, après un temps de 3 mois de consultation réglementaire. Donc je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas l'objet du jour. C'est pour vous dire qu'en gros, on doit avoir finalisé nos travaux pour avril-mai. Donc il faut aller assez vite sur ce travail qui n'est qu'un temps, puisque évidemment, après, ça se poursuit, et c'est tous les plans d'action qui vont se déployer dans la région. Quand on travaille ce projet régional de santé, on part d'un certain nombre de constats. Et notre bilan fait état d'une situation un peu nouvelle, qui se pose différemment d'ailleurs après la crise, avec, pour faire court, des problématiques d'accès aux soins qui sont importantes, avec des tensions majeures au niveau de la démographie des professionnels, des choses dont on entend beaucoup parler bien sûr en ce moment. Au sein du projet régional de santé, on l'analyse, on le regarde dans les territoires et c'est une vraie réalité. Et on voit bien le lien qui est à faire avec le numérique, comment le numérique peut se positionner par rapport à ces problèmes-là, comment le numérique peut se positionner pour l'attractivité des professionnels dans les territoires, parfois même s'ils n'y sont pas, comment on peut avoir quand même des avis, comment on peut avoir accès à la santé globalement. C'est un sujet. Un autre sujet majeur aussi, c'est que dans la région, vous savez qu'on a des indicateurs de santé qui sont plutôt moins bons que le reste de la France, qui s'améliorent quand même, je le précise. Quand on regarde dans la durée, on a des indicateurs de santé qui ont plutôt tendance à s'améliorer, moins vite que dans le reste de la France, et donc ça reste une préoccupation. Paradoxalement, on manque de professionnels, mais nous sommes les plus gros consommateurs de soins, que ce soit pour la ville ou l'hôpital. On est dans un système qui est très centré sur le soin. Et au regard de l'état de santé, on est vraiment une région qui doit quelque part forcer, quelque part réussir son virage de la prévention. Agir en amont du soin, c'est un des enjeux majeurs du PRS. Ce que je dis là, je le dis sans avoir lu ce qui a été présenté ce matin, mais vous voyez que c'est des choses qui résonnent quand même dans les questions et les projets du numérique. On a un volet, un objectif important
Il y a une vingtaine d'objectifs dans le projet régional de santé. Il y en a un qui est consacré essentiellement à la question du numérique, où on va retrouver les éléments de la feuille de route nationale et toutes les initiatives locales. Dans ce qui a été dit ce matin, j'entends ce qui se disait sur un contrat local de santé, par exemple, ou tout ce qui est initiative, c'est vraiment majeur. La manière dont on va utiliser les outils nationaux, locaux ou à l'échelle régionale, c'est vraiment un élément important pour nous et qu'on inscrit complètement dans le projet régional de santé. Il y a un autre volet qui est un objectif sur l'accès aux soins pour les populations les plus démunies. C'est la rencontre de ces deux objectifs qui fait qu'on va avoir un élément majeur qui est cette question de l'inclusion numérique. Inclusion numérique pour la population. Donc, est-ce que finalement, tout le monde, en numérisant le système, est-ce que tout le monde a accès au même niveau à la santé? Ça, c'est un vrai sujet. On voit qu'on est plusieurs à s'y pencher, y compris au niveau national, on l'a vu ce matin. Mais ça, on voit bien que c'est une vraie préoccupation qui doit trouver des solutions concrètes. Il y en a, il y a des choses à proposer, il existe des solutions innovantes. Et il y a aussi la question de l'accès au numérique des professionnels eux-mêmes. Et ça, c'est aussi un autre sujet. Les professionnels nous interpellent régulièrement. On parle beaucoup du numérique, oui, mais il y a toute une frange aussi de professionnels et d'acteurs qui ne sont pas complètement connectés au sujet et qui ne sont pas inclus dans la dynamique. Voilà, il serait important que cette frange-là, en tout cas, on puisse y apporter une réponse. Je n'irai pas plus loin sur le projet régional de santé, mais c'est juste pour vous dire que concrètement, ce que vous proposerez aujourd'hui, on est complètement à l'écoute et très curieux, que ça peut prendre demain la forme d'une vraie action dans le projet régional de santé qu'on peut décliner, soit sous forme d'une expérimentation dans un territoire, soit sous forme d'une idée plus régionale. Voilà. Donc, restez en tout cas vraiment libre de parole dans les ateliers et dans les échanges. On va donner la parole maintenant aux collègues du Conseil régional qui vont venir nous décrire un peu mieux cette question de problématique de fracture numérique. Merci pour votre travail. Je donne le micro. C'est bon. On va s'installer là, pas de souci. Le plus difficile dans l'exercice, c'est de ne pas dépasser les 10 minutes qui sont consacrées à cette thématique. Bon, on vous laisse présenter 30 secondes. Christine Constant, je m'occupe de questions, je suis responsable des politiques inclusion numérique et lutte contre l'électronisme au Conseil régional. Et Grégory? Donc, Grégory Marlier, donc moi je travaille donc également au Conseil régional à l'Agence Hauts-de-France 2020-2040. Voilà. Une petite slide, resituer un peu les choses. L'électronisme dans les Hauts-de-France, c'est 800 000 personnes, mais je pense que ce chiffre, vous l'aviez. C'est une projection du national vers le régional. Ce qu'il faut retenir, c'est pas seulement la situation d'électronisme, c'est aussi près de 2 millions d'habitants dans la région ne sont pas à l'aise avec le numérique. C'est un chiffre vertigineux, mais c'est la réalité. Voilà. On n'a pas la... Voilà. Okay. Alors, on va vous présenter en détail l'entrée territoriale et la réalité de chaque des territoires de la région. C'est Grégory qui va vous le présenter. Je passe cette slide, mais on va voir les disparités territoriales. Alors, un petit aperçu quand même. Alors, c'est une diapositive assez complexe, mais vous avez des acteurs centraux de l'inclusion numérique, dont les assembleurs qui vont intervenir tout à l'heure, Emmaüs Connect sur l'accès au matériel, sur la formation des plus fragiles. Et nous avons essayé de visualiser cet écosystème. Alors, vous avez des bulles qui sont liées, bien sûr, à la région, à l'Europe, tout ce qui représente les collègues de l'État, les organismes sociaux, type CAF, on aurait pu citer la CPAM,
Et donc, je pense qu'elle est là. Mais c'était vous. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un écosystème qui existe, qui est monté en puissance. Et la question de la santé est traitée au travers, en tout cas à la région, au travers de cet écosystème de l'inclusion. On va avancer. Où je l'ai mis, voilà. Voilà. Un contexte favorable. Une crise sanitaire, ça je n'ai pas besoin de l'expliquer. La dématérialisation des démarches. Le numérique, c'est dans tous les actes du quotidien. Donc il y a eu un phénomène d'accélération, d'amplification, tout le monde le sait. Mais face à cette situation, on a réagi, l'État a réagi, la région a réagi, et notamment avec nos collègues qui pilotent le FEDER, sur les fonds dits FEDER REACT-EU, les fonds liés à la crise, on a réussi à mobiliser 17 millions d'euros sur la question de l'inclusion numérique. Ce n'est pas neutre. 17 millions d'euros, c'est à peu près 12 millions d'euros sur ce qu'on appelle les têtes de réseau. C'est l'URIOPS, c'est la fédération le concept des centres sociaux connectés, par exemple. C'est tout un paysage chez les assembleurs. C'est l'école supérieure de journalisme sur les fake news. C'est le CRAGEP pour les jeunes. C'est ce que vous avez vu auparavant. Mais quand même, je voulais montrer cette slide parce que ce n'est pas neutre. On a vraiment une mobilisation. Et puis l'arrivée, effectivement, de 305 conseillers numériques France Service au niveau de la région financée par l'État. Alors, nous, il y a un an, à la demande du président Bertrand et de Madame Bouchard en charge des questions de solidarité, la région a souhaité déclarer cette question d'inclusion numérique comme d'intérêt général. Et c'est pour ça qu'on a créé un service d'intérêt économique général sur ces questions de lutte contre l'illettrisme et d'inclusion. C'est un moment très très fort qui sert à expliquer ce que nous, on souhaite faire et faire en sorte, si on devait résumer, que chaque habitant trouve un lieu de médiation numérique à moins de 30 minutes de chez lui et un lieu de médiation de qualité. Si je devais résumer ce SIEG, c'est ça. Et donc on finance tout cet écosystème pour arriver à ce seul objectif. Et quelle que soit la situation de la personne, ça va être rappelé tout à l'heure. Donc, et ça nous permet une mobilisation des fonds publics parce que ce qui est important de savoir, c'est que ce SIEG, il est Hauts-de-France. Donc ça veut dire que n'importe quel département, n'importe quel EPCI peut utiliser ce vecteur juridique qui sécurise l'octroi des fonds publics. Et donc on a essayé de créer ce SIEG pour emmener aussi la totalité du reste des territoires. Je pense que j'ai terminé et je vais... Voilà, on passe peut-être plus précisément sur l'entrée territoriale. Alors, quand on a monté cette politique publique il y a 2 ans, on se dit mais on en est où et qu'est-ce qu'il faut faire? On n'avait pas la réalité du territoire. Donc en fait, on a eu cette démarche de construire en fait un indice de fragilité numérique. C'est un parti pris avec des choix de variables. Ça va vous être expliqué. Et donc on a emmené plein de gens dans cette aventure, une trentaine de structures pour le construire et le co-construire, avec des contributeurs, simplement des gens qui voulaient observer. Il y a tout type de partenariats. C'est un parti pris, on a voulu le faire par EPCI, cet indice de fragilité. Pourquoi? Parce que chaque EPCI de la région, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais dispose d'une feuille de route de la stratégie numérique. Pas toutes, il y en a 67 actuellement, qui ont voté et qui ont délibéré en faveur de la stratégie numérique. Et l'inclusion numérique est pratiquement dans la totalité des feuilles de route de ces EPCI. Donc on est parti des travaux de l'Occitanie. Et on essaye maintenant de mettre des grilles morphologiques par EPCI. Mais je vais laisser la parole à Grégory pour vous expliquer tout ça. Bien. Donc en quelques mots, comment on a construit cet indice. Alors on est parti d'études INSEE que Christine a évoqué tout à l'heure, avec 800 000 habitants en situation d'électronisme. C'est environ 17% de la population régionale, une part comparable à ce qu'on observe au niveau national.
Là, l'enjeu, c'était plutôt d'essayer d'identifier des territoires à enjeu par rapport aux questions de la fragilité numérique. Et donc, parmi tous les acteurs que Christine a évoqués il y a un instant, on a essayé de construire un peu cet indice en retenant les dimensions et les variables jugées les plus importantes pour mesurer cet aspect multidimensionnel de la fragilité numérique. Donc une première dimension autour de la question de l'accès aux interfaces du numérique. Idéalement, on aurait aimé avoir le taux d'équipement des ménages, mais l'indicateur aujourd'hui n'existe pas à une échelle territoriale. Et donc, du coup, les principales études montrent qu'il y a une corrélation évidente avec le niveau de vie des habitants. Et puis, deux autres variables qui sont davantage sur l'accès à un bon réseau numérique, donc le taux de locaux raccordables à la fibre optique et l'accès des habitants à la 4G. Et bien évidemment, le taux de locaux raccordables à la fibre sera bientôt plus une variable discriminante entre les territoires, puisque l'essentiel du territoire régional est bientôt couvert. Et on est la deuxième région en termes d'accès à la fibre. Une deuxième dimension qui est plus l'accès à l'information et au service public. Là, c'était la volonté de muscler un peu la partie aménagement du territoire dans ces questions de fragilité numérique. L'idée, c'est plus vous êtes éloigné des services publics, et bien plus vous êtes dépendant de démarches dématérialisées et donc le besoin de maîtriser les outils du numérique. Donc on a toute une série de variables calculées sur des logiques de temps d'accès pour bien prendre en compte aussi les enjeux de la ruralité plutôt qu'une approche de densité. Et donc vous retrouvez des variables sur l'accès aux services publics tels que l'INSEE les définit, l'accès à des lieux numériques comme les lieux permettant l'acquisition d'une compétence numérique ou l'accompagnement aux démarches administratives. Et puis, parce que voilà, on devinait qu'il y avait forcément des enjeux importants par rapport aux questions de santé, des variables que vous connaissez bien avec la question des temps d'accès moyens à l'offre de soins, que ce soit l'accès aux urgences, à un médecin généraliste plus proche ou à un spécialiste libéral. Et puis deux variables un peu autour de l'isolement de la part des personnes de plus de 75 ans et plus vivant seules et la part des ménages sans voiture. L'idée, c'est voilà, si vous êtes seul, sans moyen de locomotion et en plus vous êtes éloigné des services publics, vous êtes d'autant plus dépendant des outils du numérique. Une troisième dimension qu'on a appelée l'exposition aux exigences du numérique et aux compétences du numérique. C'est en gros ici un peu de repérer les territoires où on va avoir une surreprésentation d'habitants, des habitants qui doivent réaliser des démarches dématérialisées pour trouver un emploi, pour réaliser un dossier pour une demande d'allocation, et qui peuvent avoir des difficultés à réaliser ces démarches numériques. Et donc là, dans le cadre de ces groupes de travail, notamment en travaillant avec les CAF, on a identifié trois types de publics, les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires de minima sociaux et les jeunes sans emploi et sans qualification, ce qu'on appelle souvent les NEETs. Et puis une quatrième dimension qu'on a appelée un peu la capacité d'usage des interfaces numériques. Là, c'est le fait d'avoir des difficultés à utiliser les outils du numérique. Et donc là, dans toutes les enquêtes qui existent, celle de l'INSEE ou celle du CREDOC, on a souvent deux publics qui ressortent sans trop de surprise. Les seniors avec les 75 ans et plus dans la population. Quand on parle d'électronisme avec l'INSEE, on a 7 sur 10 personnes en situation d'électronisme qui ont plus de 60 ans. Et puis la part des non-diplômés parmi les 15 ans et plus. Donc ça vous donne un peu bien évidemment, en quelques minutes, je passe tous les aspects méthodologiques de la construction de l'indice. Quand on met bout à bout toutes ces variables, donc ça aboutit à cette carte qui résume un peu plus la couleur est foncée et plus la fragilité potentielle du territoire est importante au regard des enjeux du numérique. Donc vous retrouvez notamment des territoires en difficulté sur la Sambre-Veneur-Thiérache ou sur le Ternois-Cette-Vallée. Et donc vous retrouvez bien évidemment l'ensemble des données sur la plateforme Géo-de-France qui est copilotée État-région. Et puis vous avez le lien vers une publication qui va vous résumer un peu toute la façon dont l'indice a été construit. Donc ça permet un peu d'identifier des territoires à enjeu. Et certainement ce qui a été l'un des messages les plus intéressants de ce travail, ça a été finalement de montrer la différenciation des enjeux sur les territoires. Sur la carte de gauche, on a juste illustré la carte qui synthétise toutes les variables relatives aux habitants, donc au public exposé. Donc là, on est plus sur les questions un peu structurelles et puis donc, qui nécessitent des politiques de médiation. Donc vous l'avez donc ici à gauche. Et puis à droite, toutes les variables relatives à l'aménagement. Donc quand on parle d'aménagement, c'est pas que l'aménagement numérique. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est l'accès à des services publics, c'est l'accès à des tiers-lieux, c'est l'accès
à une offre de soins. Et donc c'est la carte de droite où on est davantage donc, sur les questions d'aménagement, sur des choses peut-être où on peut corriger les choses plus facilement à court terme par des politiques d'aménagement. Et on voit que finalement, et c'était l'un des messages intéressants de cette première version, c'est que les deux cartes sont relativement différentes, quoi. L'exemple type sur le bassin minier, on voit que les enjeux en termes de fragilité numérique sont surtout liés à une surmontation de public en difficulté, plus qu'à des enjeux d'aménagement. Voilà. Donc Christine va évoquer quelques usages un peu de ces cartes, en sachant que là, on est sur une actualisation de ce travail, notamment, et puis on travaille aussi avec quelques EPCI pour voir comment on pouvait travailler à des zooms infra-EPCI. On va faire vite sur les usages, mais ça c'est très important. Cette carte, elle est très très importante parce que ce n'est pas les mêmes politiques publiques aux manettes. Ça, c'est des politiques de moyen long terme. Ça, c'est des politiques de court et moyen terme. C'est vraiment deux choses différentes. Et quelquefois, les questions d'aménagement cachent les questions des publics qui très souvent sont des problématiques communales et pas forcément intercommunales. Ouais. Alors, bon, on va faire très vite, hein, mais on a utilisé, la région a elle-même utilisé cet indice pour la propre construction de ses politiques publiques. Donc, à signaler qu'on l'a utilisé pour le dispositif proche orientation, pour la formation professionnelle, parce qu'il va y avoir la création de tiers-lieux apprenants avec les stagiaires de la formation professionnelle. Il y a un appel à projet qui va être lancé après la commission permanente du 31 janvier. C'est très très important, c'est la formation à distance. Et on a utilisé l'indice de fragilité pour le positionnement de ces tiers-lieux apprenants. Ça, ce sont des exemples. Hein. L'accompagnement des territoires dans la définition des feuilles de route, forcément, c'est cet indice qui va accompagner aussi des choix stratégiques et des choix d'outillage des EPCI. Je vous laisse découvrir, mais je pense qu'on a fini. Non, on a fini. Alors, aussi à signaler, ce repère, j'ai vu que des personnes regardaient les cartes. Le repère, il existe en support aussi papier. J'en ai quelques-uns, mais il est surtout aussi sur le site internet de l'agence. Vous allez retrouver la totalité de ce qu'on s'est dit, le choix des variables, sur le site de l'agence 2040. J'ai mis le... Voilà. Et plein d'autres choses, d'ailleurs. Plein d'informations sur la réalité des territoires de la région. J'espère qu'on a réussi à voir le paysage. Il y a beaucoup de choses à dire, mais merci pour cette introduction. Vous avez réussi à tenir le timing. Merci à vous. Je vous laisse vous rasseoir pour accueillir du coup les assembleurs qui sont le hub d'inclusion numérique. Marion qui va nous faire une introduction un petit peu à l'inclusion numérique pour introduire les ateliers de l'après-midi. Merci Juliette. Bonjour à tous, donc, je suis Marion Dupuis et effectivement je vais vous parler un petit peu du hub Les Assembleurs et merci pour cette mise en lumière à l'occasion de cette journée du monde de l'inclusion numérique et notamment l'inclusion numérique en santé, chose sur laquelle je suis missionnée chez Les Assembleurs. Les Assembleurs, alors on est dans l'autre sens peut-être, ça ira mieux parce que sinon le timing... va se compliquer un petit peu. Les assembleurs, effectivement, on est le hub numérique inclusif des Hauts-de-France. Sur chaque région, vous avez un hub numérique inclusif. Et sur la région du Nord-Pas-de-Calais, des Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, c'est les assembleurs. Et donc, j'ai voulu faire un focus sur ce qu'était la médiation numérique et quels étaient les publics de l'inclusion numérique pour poser très globalement le cadre avant d'entrer dans le sujet, le vif du sujet, le numérique en santé et l'inclusion numérique en santé. L'inclusion numérique, de quoi parle-t-on quand on parle d'inclusion numérique? De plusieurs sujets. Vous avez l'inclusion numérique dite d'urgence sociale, c'est-à-dire donner accès, le droit d'accès, faire les démarches administratives de première intention. Et quand on parle d'inclusion numérique, on parle également de transformation sociétale face à tous les changements de la société, à la digitalisation de nombre d'applications, de nombre de services. On est face à une transformation sociétale que l'on accompagne et donc ça fait partie aussi des actions d'inclusion numérique. Et pour cette inclusion numérique, on s'adresse à un public extrêmement large. Je vais faire tomber certains préjugés aujourd'hui. Ce public, j'en ai mis quelques-uns ici, les élus, on a les usagers, les jeunes, les moins jeunes.
les patients, les professionnels de santé, les entreprises, les acteurs éducatifs, etc. Tout ça pour dire que nous sommes toutes et tous un jour confrontés à une difficulté face au numérique. Je vous mets au défi de faire une demande de carte grise et que tout se passe bien en 30 secondes. Vous aurez forcément des difficultés rencontrées comme pour d'autres services. Même si vos abords avec les outils numériques sont peut-être plus élevés que la moyenne ou pas, mais nous avons tous des difficultés un jour ou l'autre avec le numérique et nécessitons un accompagnement ou en tous les cas une information nécessaire. Et donc ce public de l'inclusion numérique, hop, voilà, il existe. C'est un écosystème existant aujourd'hui qui va à la rencontre de différents secteurs, puisque l'inclusion numérique s'adresse aujourd'hui, par exemple chez les assembleurs, on travaille beaucoup avec les TPE-PME, on travaille beaucoup avec le monde associatif, on travaille également beaucoup sur la parentalité, aujourd'hui sur la santé. Donc voilà, c'est tous ces sujets sectoriels qui viennent se greffer au métier de la médiation numérique. Et aujourd'hui, cet écosystème de la médiation numérique, ce sont des hommes, des femmes qui y travaillent, des conseillers numériques France Service, des opérateurs de médiation, des coordinateurs, qui font partie de nombreuses structures différentes. Et l'idée aujourd'hui aussi, c'est de faire connaître ce monde avec le monde de la santé pour montrer que des relais existent, que des orientations et des process d'orientation peuvent être pris pour accompagner au mieux les usagers face aux difficultés rencontrées. Et donc vous avez une cartographie, j'ai mis le lien ici aussi, une cartographie au niveau national pour identifier sur votre territoire quelles sont les structures existantes, quels sont les professionnels et les offres de services mises en place sur le territoire, portées par l'Agence nationale de la cohésion et des territoires. Hop. Très rapidement, que fait-on chez les assembleurs au niveau du numérique inclusif ? Alors, à la fois, on accompagne des stratégies d'inclusion numérique sur le territoire. On va accompagner la mise en place des feuilles de route numériques. On va accompagner la création de ces feuilles de route numériques. Mais on crée également et on structure des offres de formation. Donc, on structure les offres, on les crée, on accompagne aussi dans la formation au numérique sur la base de communs pédagogiques que l'on met à disposition gratuitement. On fait également des travaux appelés sectoriels, ce que je vous disais, faire connaître dans le monde de la santé la médiation numérique et inversement. Et puis, à travers toutes ces actions-là, on fait du maillage territorial, on fait du réseau, pour se faire connaître les gens et pour que les circuits sur le territoire puissent se créer de la manière la plus fluide possible. Pour rentrer dans le vif du sujet, à mon sens, l'inclusion numérique en santé, c'est aujourd'hui des services de type très variés qui se multiplient de plus en plus. J'ai pris quelques exemples sur la droite. L'utilisation de mon espace santé, la prise de rendez-vous médical en ligne, l'accès à vos droits Amélie, la récupération de vos résultats de biologie en ligne, par exemple. On a les demandes de remboursement mutuel et bien d'autres démarches. Vous avez derrière un schéma sur le côté avec différents types d'applications de sites institutionnels ou non existants pour aller effectuer des démarches en ligne. Et face à ce type de démarches qui se multiplient, on a un engouement pour le numérique en santé qui est là, mais qui est freiné par une maîtrise hétérogène des outils. Quelques chiffres pour illustrer ces propos-là. Pour 86% des Français, le développement du numérique en santé est une bonne chose. C'était déjà plutôt bien accueilli, et ça, c'est un chiffre qui est rassurant. À titre aussi d'information, je l'ai mis ici, c'est un exemple parmi tant d'autres. On a 71% des Français qui ont déjà au moins utilisé une fois Doctolib ou Maya pour prendre un rendez-vous médical. On a, à l'inverse, 47% des Français qui considèrent qu'ils ne sont aujourd'hui pas suffisamment à l'aise avec le numérique pour exploiter totalement les outils de demain pour la santé numérique. Le numérique en santé, c'est peut-être un peu plus lisible. Ce chiffre-là, il doit nous alerter sur plusieurs choses, puisque l'appropriation des outils numériques par les citoyens doivent être un élément déterminant pour l'appropriation et derrière pour les usages. Ce chiffre sur lequel j'attire votre vigilance peut-être plus que sur les autres, c'est un Français sur deux. Un Français sur deux craint aujourd'hui d'être moins bien soigné à l'avenir s'il ne maîtrise pas suffisamment le numérique. Ces chiffres-là sont issus du rapport de la Fondation Roche de 2021, si vous voulez un peu plus de détails. Mais un Français sur deux est en crainte de ne pas maîtriser suffisamment bien les outils numériques et donc d'être moins bien soigné à l'avenir. Donc cette convergence d'inégalités entre difficultés d'accès au numérique, freins d'usage et difficultés aussi d'accès aux soins fait que ça doit être aujourd'hui le véritable défi de l'inclusion numérique, de favoriser l'accès, l'outillage au numérique pour favoriser aussi indirectement l'accès aux soins.
Vous voyez qu'il y a des parallèles qui se font naturellement. On parle de démographie médicale et on parle en face aussi de fracture numérique. On parle de droit à l'information, de droit de recours, et ces deux choses-là convergent vers les mêmes inégalités, les mêmes fractures qui se créent en lien avec la prise en charge médicale et en lien aussi avec le numérique. Et donc pour ça, on a énormément d'enjeux à relever face au défi de l'inclusion numérique, des enjeux qui sont à la fois bénéfiques pour les patients, les usagers, également des enjeux bénéfiques pour les professionnels de santé et des enjeux aussi bénéfiques pour les opérateurs de médiation numérique. Ces enjeux, alors très rapidement, il s'agit de favoriser une meilleure connaissance, une meilleure prise en main des outils numériques pour faciliter l'accès aux soins à tous, démocratiser cet accès aussi au numérique, notamment Mon Espace Santé, l'utilisation de l'application Mon Espace Santé, favoriser l'identification, favoriser le décloisonnement entre les acteurs, se faire connaître le monde de la santé avec le monde de la médiation numérique. Également, favoriser l'utilisation éclairée du numérique en santé, c'est-à-dire que fait-on de mes données de santé? On a un vrai défi de la confiance à ce sujet-là. Comment est-ce qu'on met en confiance face aux outils déployés par l'État? On n'utilise pas mes données de Mon Espace Santé comme on utilise mes données sur TikTok, par exemple. Et également sur cette utilisation éclairée, gérer les fausses informations médicales en ligne, donc savoir aller sur santé.fr pour certaines informations, savoir bien se renseigner et ne pas se faire aussi happer par les fake news. Et enfin, en bout de liste, mais pas le moins important du tout, on parle vraiment de dématérialiser sans déshumaniser. Donc la dématérialisation est un outil qui vient en appui, qui vient en support et qui doit fluidifier, faciliter l'accès aux soins pour tous. Et enfin, un petit focus pour terminer sur le Conseil national de la refondation auquel on participe, le Hub Assembleur, à deux titres. On a été nommé Hub référent sur la partie nationale, gouvernance, modèle économique et financement, avec les acteurs avec lesquels on travaille au niveau national. Et on travaille au niveau territorial, où on a animé une concertation territoriale sur le volet numérique du Conseil national de la refondation, le volet inclusion numérique, sur 4 axes. L'axe de la gouvernance, le financement et le modèle économique, la formation, l'outillage, le parcours des professionnels et également les données, l'évaluation. Et pour vous faire un petit retour sur le lien que l'on fait entre le Conseil national refondation, volet numérique, avec les problématiques que j'identifie en santé aujourd'hui, j'en ai noté quelques-unes. Sur la gouvernance, on a un besoin fort sur le numérique à structurer une gouvernance au niveau local qui favorise aussi les parcours au niveau du territoire. Et ça rejoint beaucoup les parcours de soins, notamment avec le lien ville-hôpital, etc. On a aussi au niveau des financements la nécessité de rechercher un modèle économique robuste et pérenne, associant des financements publics mais également des financements privés pour pérenniser et investir davantage dans ces sujets-là. Pour l'inclusion numérique en santé, on a également la notion, on en a entendu parler ce matin, la notion de formation, à la fois formation continue et formation initiale des professionnels de santé aux outils numériques. Pour exemple, vous avez aujourd'hui une expérimentation que vous connaissez peut-être dans les écoles, la fameuse certification PICS, le niveau de compétences en informatique. Il y a une expérimentation qui vient d'être lancée hier, très exactement, sur un PICS santé pour intégrer dans les écoles, dans les formations initiales et également continues, une évaluation des compétences numériques PICS santé, dans le but de favoriser une mise en compétence, une mise à niveau, si nécessaire, face à certains professionnels qui se retrouveraient en difficulté face aux outils numériques. Et enfin, une des dernières choses que j'évoquerai sur le CNR, un décloisonnement au niveau des parcours, un décloisonnement nécessaire et même indispensable entre les acteurs de la médiation numérique, les conseillers numériques France Service, les opérateurs de tout le territoire, avec tous les acteurs de santé, puisque les problématiques sont très convergentes, sont très très similaires, et une mise en réseau de ces deux écosystèmes-là favoriserait vraiment la résolution de certains problèmes. Et je pense que c'est tout pour ma part. Je vous remercie. Merci beaucoup Marion. Donc juste du coup avant de vous emmener aux ateliers, voilà, par rapport à ces thématiques qui ont été du coup abordées à la fois ici sur l'inclusion numérique
auprès des usagers. On l'a vu aussi ce matin avec les actions qui ont été présentées par le national. Il y a aussi de l'appropriation de ces outils-là par les professionnels de santé. Et donc, effectivement, cet après-midi, on va vous proposer de travailler sur 2 ateliers. Vous passerez tous sur les 2 ateliers, donc 30 minutes sur chacun. Un qui est pour l'inclusion numérique pour les usagers, autour d'une question, c'est vraiment le numérique, quels sont les leviers pour pouvoir rendre accessible à tous les usagers leur santé. Et pour les professionnels de santé, mais comment en fait les outils numériques leur permettent de mieux collaborer entre eux et comment ils s'approprient en fait ces outils numériques. Donc sur ces 2 ateliers, vous avez tous sur vos badges normalement une petite couleur, une petite pastille qui détermine dans quel groupe vous êtes. Donc ceux qui n'ont pas de badge ou qui n'ont pas été voir les personnes ce midi, je vous invite juste à venir me voir après, mais je pense que vous pourrez vous greffer à l'un des groupes, il n'y a pas de souci. Donc du coup j'appelle peut-être nos animateurs, vous serez suivis à chaque fois par des animateurs. On a un premier groupe d'animateurs donc avec Victorine, avec Christine Constant et avec Sophie Delmotte et Stéphanie Cuissette. Donc ce sont les groupes rouges, verts qui peuvent donc suivre ces personnes et vous serez dans la salle des commissions pour réfléchir à ces thématiques. Juste avant, c'est vrai qu'on vous lance, vous aurez 1 heure d'atelier, donc on se retrouvera tous ici donc à 16h. Vous aurez une petite pause entre les ateliers et la restitution. Donc vous partez pour 1 heure d'atelier. Donc voilà, les groupes verts, vous pouvez suivre, je ne sais pas si Sophie, Victorine et Christine et Stéphanie sont ici. Donc vous pouvez les suivre, je vous invite à rejoindre vos groupes. Ensuite, vous pouvez y aller, Rouge et vert, voilà. Ensuite, nous avons les groupes bleu et jaune qui vont partir avec Aubéry. Je vais appeler Aubéry, Delphine, Laurie et Mylène. Voilà, donc qui sont ici. Donc les bleus et jaunes, vous allez pouvoir partir en salle des séances. Par ici ? Ouais, par ici du coup. Salle des séances. Ensuite, nous avons donc le groupe violet et le groupe noir qui vont partir donc avec Noémie, Grégory, Charline et Marine. Voilà. Donc pour le groupe violet et noir. Et les autres, vous allez pouvoir rester ici. Voilà, pour l'instant. Violet et noir par... voilà. Et est-ce qu'il reste beaucoup de personnes qui n'ont pas de couleur ? Vous êtes 2 ? Vous pouvez rester avec le groupe ici, alors il n'y a pas de problème.